Ça marche. Et du coup, Euh, ouais. ouais, bonsoir à tous. Merci beaucoup pour votre intérêt, pour être venu. Merci beaucoup à Camille et à la Why Not de m'avoir invité. C'est super. Donc, ce que je disais, c'est que j'espère que ça va bien se passer ce soir parce que malheureusement, j'ai quelques petits problèmes de connexion. Donc, je suis en partage de données. Donc, j'espère que ça ira. Donc, Camille, je t'invite, si ça ne te dérange pas, à couper ta caméra. Comme ça, je suis sûre que j'ai le Ça maximum de marche. vues pour moi Pas de souci. et pour vous l'envoyer à vous. Et donc du coup, je vais vous partager mon écran et juste pour vous resituer. Donc moi, je suis Audrey Hertzsmith. Je suis directrice artistique. Je travaille à Paris depuis plusieurs années. Je navigue beaucoup dans l'univers des startups. J'ai travaillé plusieurs années chez Marcel, qui est une application de voiture avec chauffeur. Et donc c'est là que j'ai fait mes armes au début. Et aujourd'hui, maintenant, je crée des identités ou des sites internet ou des outils de communication pour des entrepreneurs. Donc c'est pour ça que quand je connais Martin, il m'a parlé de l'incubateur de la Why Not, j'ai rencontré Camille, etc. Je lui ai dit que ces sujets-là, moi, ça me passionnait et que j'étais toute, pas oui du coup, mais toute disposée à parler voilà, de communication avec vous tous ce soir pour si je peux vous aider à vous donner quelques billes, un maximum d'informations sur la création de vos marques et sur leur avenir plus tard, parce que tout se fait par étapes, vous allez le voir. Mais voilà, donc c'est pour ça qu'on est réunis ce soir, tous ensemble. Donc je vous partage mon écran. Euh, voilà. Et donc normalement, voilà. Là, vous devriez bien voir, c'est ça? Oh, Ouais, nickel. Ouais, c'est super, bon. Martin. Oh. Je vais faire comme ça, je vais faire comme ça. Donc ce soir, on parle de communication, on parle de culture de marque et du X. Donc l'UX, c'est l'user experience, c'est-à-dire la capacité à se projeter dans l'expérience du client, à se mettre à sa place et à bien comprendre en fait ses freins, etc. Donc c'est des choses qu'on voit beaucoup dans la création d'applications, mais qui peut en fait totalement s'appliquer aussi à la communication. Donc c'est pour ça qu'on va en parler ce soir ensemble. Donc, est-ce que ça marche? Ouais, c'est bon, exotique. Le déroulement en fait ce soir, c'est qu'on va se demander tout simplement ça sert à quoi une culture de marque, c'est quoi, et avec quelques petits exemples concrets. Et puis on va voir comment la construire pour que vous ayez bien les jalons en tête à vous, les questions, les bonnes questions à vous poser. Et puis après, comment l'utiliser correctement, ça va être la mise en pratique au quotidien, toute l'année, comment vous allez faire quand vous allez communiquer pour bien exprimer votre culture de marque à tous vos clients. Voilà, donc si vous êtes tous OK, tous bien installés, tout le monde a de quoi boire, tout le monde est prêt, on est parti et je pense que ça devrait durer. J'ai pas testé à la minute près, mais ça devrait durer une petite demi-heure et après on pourra faire des questions-réponses là-dessus. Voilà, c'est parti. Donc, une culture de marque, ça sert à quoi? Ce que je voulais vous présenter, c'était trois exemples qui vont vous permettre de comprendre vraiment la différence quand il y en a une de culture de marque et quand il n'y en a pas. Et c'est assez, vous me direz votre ressentiment, mais c'est assez flagrant. Euh, Là, si par exemple, je pars sur trois exemples de magasins en ligne de produits à peu près de qualité, il y en a qui sont carrément bio, il y en a qui sont sur la qualité seulement, il y en a sur une sélection très sélect du coup, très restreinte de produits de grande qualité. Là, on va commencer avec La Belle Vie. La Belle Vie, c'est celui qui va avoir la gamme la plus large. Et on va pouvoir comparer leur culture de marque en allant dans leur site internet. La première chose qu'on voit quand par exemple, par bouche à oreille, quelqu'un vous dit va consommer chez La Belle Vie, vous tapez La Belle Vie dans Google et vous entrez dans leur site, vous voyez ça. Et ça, c'est, imaginez, donc vous êtes le client, vous découvrez une marque et vous allez d'un seul coup devoir être immergé dans son univers. Et là, vous rentrez sur ce site et vous ne savez pas euh, qu'est-ce qui se passe exactement en fait. Vous ne savez pas quelle est cette marque, qu'est-ce qu'elle a de différent d'une autre, d'un Monoprix par exemple ou d'un Carrefour. Vous voyez juste des produits, mais vous ne pouvez pas dire exactement si les produits sont de grande qualité ou pas. Peut-être parce qu'on a un peu des fromages à la coupe, mais le premier steak haché sur un fond blanc avec un ombré, il ne vous vend pas du rêve. En plus, les produits sont cachés par des zones blanches avec un peu de texte, etc.
on n'a pas des choses très claires. Et après, dans le contenu, ça va être pareil. On va arriver, la première chose qu'on lit, c'est les artisans découvraient le rayon boucherie. Mais on ne sait pas la belle vie, c'est quoi? Est-ce que c'est un service? Est-ce que je vais être livré? Est-ce que c'est un magasin? Est-ce qu'il faut que j'y aille? Etc. Quand vous regardez le menu, c'est pareil, vous avez des problèmes parce que vous voyez masque, pambagna, kit recette. Est-ce que c'était vraiment les 3 premières informations que j'avais besoin de savoir? Masque, pambagna et kit recette? Je ne sais pas. Vous voyez, tout de suite, on arrive sur un site où il y a plein de problèmes et on ne comprend pas qui est la marque, on ne comprend pas ce qu'elle vend, on ne comprend pas l'étendue de son service, on ne comprend pas ses valeurs, on ne comprend pas. Et pourquoi on ne comprend pas? Parce qu'il n'y a pas le discours de vente, il n'y a pas de contenu unique, c'est des produits fournis par les fournisseurs de Comté, Vental, etc. L'identité graphique, elle n'est pas très forte. Là, on voit un logo qui est créé à la main, il y a une petite illustration, c'est marqué actuellement ouvert, il y a peut-être en haut à droite un bouton traiteur là, mais voilà, c'est un panier. Alors on se doute qu'il doit y avoir une phase d'achat, mais c'est pas très clair. Et la navigation, du coup, n'est pas rythmée puisqu'on n'arrive pas sur une première introduction à la marque. On arrive directement dans le vif du sujet et dans découvrir le rayon de boucherie, sachant que la moitié c'est du fromage. Donc bon, ok, d'accord. Les artisans, c'est pas très clair. Donc pour contraster, je vais vous montrer un autre exemple. Et ce que je voulais vous dire, c'est par rapport aux 3 exemples que je vais vous présenter. Les 3 sont la communication est faite en interne. C'est pas des agences qui ont fait leur communication. Donc elles n'ont pas toutes le même âge, ces entreprises-là. Elles n'ont pas toutes le même budget en interne, parce qu'il y en a qui ont plus ou moins réussi vite. Mais c'est des communications qui sont faites en interne. Là, je vais vous présenter Frischti, vous devez le connaître, puisqu'il y a eu pas mal de publicité depuis longtemps, et puis ça s'est accéléré avec le confinement. Vous aimez ou vous aimez pas, c'est pas la question. C'est de savoir si leur culture de marque, elle est présente ou pas. Quand on arrive sur leur site, quelqu'un me dit « Ah, tu devrais déjeuner chez Frischti ce midi, ils font la livraison, j'en sais rien, mais qu'on me dit « Tape Frischti dans Google », je tape Frischti dans Google, je vais sur leur site, je ne connais pas, je rentre, et là, c'est clair. Le premier supermarché qui n'a rien à cacher. 100% producteur, 0 conservateur, partout en France. Entrez votre adresse. Où est-ce qu'on vous livre aujourd'hui? C'est clair. Et après, j'ai des photos de produits qu'ils ont fait eux-mêmes, avec une petite main qui tient une poire qui commence à grignoter. Il y a des petits textes, etc. Là, peut-être que c'est un peu trop chargé. Moi, je trouve que tout est perfectible toujours. Hein. C'est mon défaut de graphiste, mais je vois que là, il y a des photos d'ambiance qui sont très intéressantes, avec des choix de couleurs. Il y a un peu d'orange, de vert, de violet. Il y a des choses qui sont faites. Bien sûr, le jaune clair est très présent, donc on comprend très bien la couleur forte de la marque, la couleur primaire de la marque. Et donc, comme je vous disais, le premier supermarché qui n'a rien à cacher, on comprend qu'il y a une histoire donc de supermarché qui est un peu spéciale, 100% producteur, 0 conservateur. Même si on n'a pas encore toutes les preuves, tout l'argumentaire, on se doute qu'il y a une histoire de qualité, qu'il y a un truc qui se cache là-dedans. Et après, le menu, il est très clair. Qu'on prenne par en haut ou par en bas, c'est menu du jour, donc je vais manger aujourd'hui, supermarché, kit recette. Il n'y a pas de pambagna, masque, que sais-je. C'est très clair. Après, là, il y a des petits points clés qui ont été rajoutés au cas où la personne vraiment débarque. Direct producteur, produit ultra frais de saison, livré en 1 heure ou en précommande, plat préparé maison par nos chefs. Voilà. Et plus tard, si on continue, apparemment, on va pouvoir donner un coup d'œil sur les rayons et je pense qu'on va en avoir encore plein la vue connaissant Frischti sur la qualité des photos. Eux, ils aiment bien, ils prennent un œuf, ils le mettent sur une plaque de marbre, vous voyez le genre. Donc là, ce que je disais, avec les points clés que j'ai mis à côté, c'est on a le discours de vente, il est là. On est sur apparemment un supermarché qui veut être transparent. On a des contenus, et pourtant, Frischti, c'est compliqué parce que ils ont 3 services différents. Ils ont le menu du jour, la livraison des plats préparés, et là, ils avaient, depuis 1 an ou 2, ils ont lancé le supermarché. Donc, ils ont des services supplémentaires à présenter. Et là, vous voyez, ils le font, ils ont mis en avant le supermarché, et donc la proposition de valeur, elle est amenée. Les contenus sont uniques, c'est eux qui ont shooté ces photos-là. L'identité graphique, elle est claire et forte, le jaune clair, les typos, ils ont leur style à eux. Et la navigation, elle est rythmée et contrôlée, donc c'est-à-dire que on arrive, on a l'info, on rentre tout de suite dans le process d'achat avec où est votre adresse, donc on rentre un premier paramètre, une première information. On a quelques arguments clés. On va explorer Frischti, donc ils ont mis en avant en fait le menu là pour bien que les gens comprennent les 3 services clés qui sont offerts par cette marque.
Et puis après, on va voir plus en détail les plats proposés ou là, apparemment, c'est les étals sont remplis 2 fois par jour. Donc ça va être le rayon supermarché toujours qui est mis en avant pour un souhait de cohérence. Si je me perds un peu plus dans le menu, il va y avoir nos engagements ici, inscription, connexion, etc. Voilà, les choses sont rangées dans un ordre cohérent et surtout pour le sens de lecture du client. Et un dernier exemple que je voulais vous présenter, qui est très bien aussi, comme je dis toujours, tout est perfectible aussi, mais c'est la fourche. La fourche, j'allais dire la fourchette. Oui, c'est ça que je me suis trompée, j'ai marqué la fourchette. La fourche, c'est un service donc, de livraison de produits bio, et c'est marqué le meilleur du bio, moins cher. Vos courses bio livrées partout en France jusqu'à 50% moins cher. Là, c'est fait en 2 phrases, c'est clair, les gens ils savent ce qu'ils font ici. S'ils ne veulent pas se faire livrer, qu'ils veulent aller dans la boutique pour profiter de l'achalandage, ils s'en vont, et c'est clair. Ils ont compris le produit, le service qui est donné. Donc ça, le discours de vente, il est assez clair, ça commence là. Après, on a comment ça marche, donc on a des informations, de l'argumentaire éventuellement, etc. Et pareil, on a les contenus uniques. On a là, même si c'est des produits de marques autres, comme Puka, Menot, apparemment le Moulin du Pivert, on a les produits qui sont rassemblés dans une certaine composition. Donc, ils ont souhaité faire quelque chose apparemment de géométrique et de rajouter des petits éléments naturels plus parsemés et un fond de couleur très chaude qui va fonctionner presque moutarde, qui va bien fonctionner avec le vert désaturé du header. Moi, je me pose juste des questions sur ça, c'est les défauts du X, c'est pourquoi ça c'est vert clair. C'est le seul endroit où je vois du vert clair. Et donc ça, je comprends pas. Parce que là, c'est pas le cas. Et en fait, en UX, en général, tout ce qui est les boutons d'action, là, c'est le cas, c'est vert, voir tout. Tous les boutons d'action sont dans la couleur, dans la même couleur. Et en général, la couleur primaire. C'est pour ça que ça peut différencier un peu des autres outils de communication comme une brochure ou une publicité métro. Il y a des règles du X pour aider le lecteur à naviguer, qui influencent la charte graphique. Ça peut. Donc, contenu unique, on en a parlé. Même les contenus uniques, on le voit là, dans le choix des pictos, c'est des choses qui ont été faites sur mesure, je pense, plus ou moins. Et là, clairement, je pense pas pouvoir trouver ça ailleurs, ce style-là. Et puis, je crois qu'il y a un souhait de faire une cohérence graphique. Beaucoup de orange, là, je vois. Identité graphique claire et forte. Donc, comme je vous ai dit, c'est perfectible, mais c'est clair. Ils ont un logo qui est clair, il est positionné correctement. Il commence à y avoir des choses qui se dessinent graphiquement. Et la navigation est rythmée et contrôlée. Donc, comme je vous expliquais, voilà, on a ce premier bloc de header qui est clair. On a cette navigation qui est claire. Je m'attarde encore une seconde là-dessus. On voit le salé, le sucré, le vrac, boisson. C'est clair. On comprend du coup qu'il y a de tout. Et là, éventuellement, nouveauté promo, elle est mise en trois, ma manière de parler. Elle est mise à la suite. Elle est dans un sens de si vous êtes fidèle, vous connaissez, voilà, on a pensé à vous aussi, exactement. Hein, les fidèles vont venir aussi sur ce site, sûrement par ce chemin-là. Mais là, du coup, on a le salé, le sucré, le vrai boisson. Je trouve que c'est quand même plus agréable pour les gens de se ranger comme ça que de partir comme tout de suite dans les détails. Navigation rythmée et contrôlée. Voilà. Donc, là, on voit qu'à chaque fois, on a, dans les 3 exemples, on a eu des choses différentes, mais on a surtout un contraste avec La Belle Vie, où là, ils n'ont pas de culture de marque. La personne client qui débarque, elle ne peut pas se sentir inspirée par cette marque. Elle ne peut pas se sentir, elle peut pas dire si elle est la cible. C'est quelque chose qu'elle va pas réfléchir, qu'elle va déduire inconsciemment. C'est pour ça que je disais quand on regardait Frischti et La Fourche, je sais pas ce que vous en pensez, comment vous le ressentez, si vous aimez ces marques-là, parce que peut-être que vous n'êtes pas la cible. Si vous n'êtes pas la cible de Frischti, vous n'aimez pas. Moi, je suis la cible de Frischti, j'aime bien, par exemple. Mais je suis peut-être moins la cible de La Fourche, par exemple. Mais je pense que je suis la cible de La Fourche aussi. Et je suis la cible de La Belle Vie. D'ailleurs, je consomme La Belle Vie. Mais par contre, j'ai mis des années avant de m'y mettre parce que, en fait, genre, je n'accrochais pas à cette marque. Et je ne la comprenais pas. Et donc, j'ai juste regardé un peu les produits. Moi, quand j'ai vu des crèmes fraîches, des... Attendez, il y a trop de bruit. Il faut que je ferme la fenêtre. Je reviens. Je crois qu'il y a des petits travaux en cours chez moi. Hop, j'en ai pour une seconde. Et donc, je disais, ouais,
qu'elle n'est pas assez inspirante, elle ne permet pas de connecter assez, et je ne peux pas m'en souvenir. Je ne peux pas m'en rappeler. Si on me demande La Belle Vie, c'est quoi, je fais bah voilà, c'est un supermarché en ligne. Mais je peux pas dire ils ont une sélection canon de produits assez qualitatifs et en même temps très large. Je peux te dire qu'ils sont drôles ou qu'ils sont jolis ou qu'ils sont mignons ou j'aime bien l'ambiance ou je sais pas à qui ils parlent. Alors que moi je suis directrice artistique donc je devrais pouvoir deviner. Bien sûr, j'ai deviné parce que je comprends qu'est-ce qu'ils veulent faire derrière. Mais je ne peux pas dire en tant que cliente le conseiller à quelqu'un d'autre puisque je ne sais pas à qui il parle à la base. Et souvent, on a, on va prendre une quinzaine, vingtaine de secondes pour juger une marque depuis son site internet. Donc, si vous permettez pas à la personne de vous comprendre, elle ne connectera pas, elle se souviendra pas et elle passera son chemin. Donc, c'est pour ça que la culture de marque, c'est hyper important. Surtout que là, vous voyez, La Belle Vie, Frischti et La Fourche, j'ai pas vérifié sur Wikipédia, mais à mon avis, c'est à peu près les mêmes années de création, à peu de choses près, je veux dire qu'on est dans la même décennie. Vous voyez, c'est pas, il y en a pas un, il est là depuis 50 ans, c'est pas Danone versus la start-up d'hier. C'est vraiment 3 entreprises qui se sont créées récemment et les 3 prennent des chemins très différents, surtout, bien sûr, la première et les 2 autres. Et La Belle Vie prend sûrement du retard du fait de ne pas créer de culture de marque. Alors que Frischti dépote complètement, alors que les prix sont exorbitants. Donc normalement, La Belle Vie devrait gagner la manche, puisque en général, quand même, les prix, ça influence beaucoup les chiffres quand on parle en quantité, pas en qualité. Donc voilà. Donc si vous avez entrepris un produit dans un milieu très concurrentiel, que votre produit il n'est pas parfait, parce qu'en général en V0, en V1, notre produit il n'est pas tout de suite parfait, il va se perfectionner avec le temps et c'est tout l'intérêt du projet, c'est de commencer marche par marche, d'avancer step par step. Et donc la culture de marque va pouvoir vous aider. Vous pouvez mettre en place des petites choses très vite, très tôt. Vous voyez, La Fourche, c'est très bien et ils n'ont pas eu besoin d'appeler une agence avec 100 000 euros de budget. Pas du tout. Ça, c'est des choses qui sont faites en interne, qui sont tout à fait possibles et que vous allez pouvoir faire vous demain quand vous allez faire votre site internet Shopify ou quelles que soient vos méthodes pour mettre en vente vos produits et votre service. Donc voilà, j'espère que ça a été assez clair là. Je vais juste vérifier si vous avez des petites questions, si vous êtes convaincus. Si vous êtes convaincu, je continue. Si vous n'êtes pas convaincu, je vous laisse tranquille. Alors, peut-on voir le choix délibéré d'avoir un positionnement amateur pour faire plus bio? Craft Beer Shop, exemple. Oui, bien sûr, on peut avoir le choix délibéré de faire un positionnement amateur. Ça fait partie des pistes, par exemple, Le Bon Coin. Le Bon Coin, pour moi, c'est typiquement le genre de site qui fait semblant d'être un peu moche pour paraître plus accessible. Donc, si vous voulez faire un style plus amateur, mais c'est pas, quand on fait des bières artisanales, on fait pas une mauvaise communication pour avoir l'air plus bio ou quoi. On utilise des textures et des outils qui font plus artisanal. Mais ça peut être tout à fait sous contrôle. Hein. Il y a plein d'hôtels de luxe qui pour montrer des matériaux nobles et des méthodes ancestrales, traditionnelles, artisanales, etc., ont une communication très poussée et elles utilisent aussi des toiles de jute en fond, hein, et ça marche très bien. Je vais ouvrir Craft Beer pour voir. Ouais. Oui, bah voilà, c'est ça, du craft ça tombe bien, Craft Beer, du craft pour l'habillage. C'est une livraison, La Belle Vie, tout à fait, c'est une livraison, mais comme quoi on comprend pas. Hein. J'aime bien le 1 sans retard. Et CA, c'est quoi CA? Je sais pas compris. Le fait d'avoir plus de produits en page d'accueil, meilleur en SEO. En fait, c'est moi, je vais parler 5 secondes. Je suis désolé, mais en fait, c'est une livraison La Belle Vie, c'est par rapport à quelqu'un qui rentrait chez toi pour faire un trait d'humour. A priori, quand on est déconnecté du chat, bon là, ça tombe un peu en parler. Ce qui aurait été intéressant, c'est de voir en termes de chiffre d'affaires, est-ce qu'il y a un vrai gap en termes de chiffre d'affaires quand on a un UX qui est travaillé et un UX qui est un peu moins travaillé. Et en fait, le fait de le faire volontaire ou pas, j'en sais rien si c'est La Belle Vie, c'est volontaire ou maladroit, ou c'est maladroit volontaire, ça j'en ai aucune idée. Donc toi, c'est un de tes clients, La Belle Vie? Non, c'est moi la cliente de La Belle Vie. Je peux pas te donner les chiffres parce que les chiffres sont secrets, bien sûr, je les ai pas, mais connaissant un peu le milieu, connaissant un peu
les gars chez Frishti, etc., tout ça, leur manière de se développer et tout. La belle vie, ça marche, ça fonctionne. Ils font, et en effet, comme tu dis, ils ont mis le SEO. Enfin, je sais pas qui a parlé du SEO. C'est pareil, c'est le même, ouais. Exactement. C'est le chieur, c'est le garçon qui est chieur, quoi. Non, pas du tout. T'as très bien fait. Moi, j'ai vécu ça dans mon ancienne boîte chez Marcel. En fait, on oscillait entre la partie technique technique, c'est-à-dire avec le SEO par exemple et les techniques de vente comme ça, un peu marketing, growth hacking et tout ça, et la partie plus communication, marketing, publicité, tout ça. Et c'est vrai que c'est difficile de trouver l'équilibre entre les deux. Et donc, il faut faire un pas vers les deux. Là, on est sur une marque qui n'a pas fait le pas vers la com. Là, on est sur une marque qui a fait le pas parce que sur le SEO, tu es aussi dans l'UX. Donc, comme tu es dans l'UX, tu as fait le pas, effectivement, du référencement, et ce qui est important pour un site internet. Après, moi, en termes de positionnement, il y a un truc qui est désordre. Tu as quand même des marques comme Erta, alors même s'ils ont fait pas mal de trucs avec le moins 25% de sel, etc., tu as quand même des marques qui sont pas, on va dire, en termes de positionnement très clairs, quoi. Par contre, en termes de SEO, ça fonctionne parce que c'est quand même des locomotives, quoi. Donc, tu vas arriver avec un référencement du site qui est plutôt pas mal. Oui, mais quand tu es en comparaison avec les copains comme Monoprix et compagnie, tu peux essayer de tirer ton épingle SEO, mais tu vas perdre cette bataille-là si tu... Avec Monop, t'es mort. Mais à mon avis, ils sont pas en compétition contre Monop. Hein. Avec Monop, ils sont morts. Hein. Quand même, en Ile-de-France, si. Hein. Ils proposent les mêmes produits sur la même... Je pense que tu regardes le nombre de Monop, tu regardes le nombre de chiffres d'affaires et le nombre de clients, t'es un peu loin quand même. Ils sont pas au stade de Monop ou... Justement, il faut qu'ils arrivent à bousculer un Monoprix livraison. Qui a pris du retard, Monoprix livraison, quand même. Par rapport à eux. Mais bref. Donc, ok. Merci beaucoup pour ton retour, super intéressant. Et donc c'est un équilibre à trouver en fait, la partie SEO, la partie technique. C'est ça qui s'est passé avec Masque Pambania, bien sûr que c'est ça qui s'est passé. Ils se sont dit, bah voilà, masque, c'est techniquement, c'est le mot qui monte. Les gens, ils cherchent des masques. Voilà, ils ont regardé leurs clients. Je vois très bien ce qui s'est passé parce que c'est ce qui se passait un petit peu chez Marcel aussi. Chaque lundi matin, ils regardent ce qui marche et puis ils s'adaptent par rapport à ça. Mais le problème, c'est quand même que, surtout en acquisition, mais même en fidélisation, au final, ne pas créer de culture de marque, c'est de se tirer une balle dans le pied. Il y a des outils qui sont créés, qui sont pas inaccessibles et auxquels les gens se ferment. Et c'est dommage parce que même Uber, qui est une machine de guerre et qui a un outil technologique qui est super fort, très tôt, il a fait une culture de marque. Il a très vite compris l'enjeu de la culture de marque. Donc voilà. Comment la construire, la culture de marque? Ça va être une question un peu d'introspection. Donc il faut que vous vous demandiez, là à gauche on voit votre marque en fait, quelle est la promesse, quel est ça va construire votre discours de vente, mais quelle est la promesse? Ça va être, je résous quel problème et quelle est par exemple mon originalité par rapport aux concurrents? Qu'est-ce qui vraiment change? Pourquoi je suis là? Si les autres le font déjà, éventuellement, je sais pas, parce que j'ai envie de prendre quelque part de marché, mais bon, qu'est-ce qui se passe vraiment concrètement qui vous différencie des autres? Ça va beaucoup vous aider. Quelle est votre promesse? Qu'elle soit très claire. Et après, les différences, donc ça va être votre argumentaire. Ça va être, oui, voilà, donc moi la différence avec les concurrents, c'est que mon service, c'est du bio et que j'ai un modèle économique qui permet de payer moins cher. Moi, la différence, c'est que je suis engagée, je prends que des produits avec un emballage restreint, etc., etc. Et à chaque fois, donc, les preuves qui vont avec. Mais quand vous parlez de vos argumentaires, vous n'êtes pas toujours obligé de raconter vos preuves en détail. Ça peut endormir le client. Il faut savoir doser quand est-ce que vous racontez vos différences, votre argumentaire, et quand est-ce que vous y rajoutez les preuves. Bien sûr, vous allez devoir vous demander pour qui ma marque est faite. Ça, je pense que vous avez dû en entendre parler, c'est l'histoire des personas. Donc, quelles sont mes cibles? Il faut essayer de se limiter à quelques-unes. Il faut essayer de s'équilibrer entre vous, votre idéal, c'est ce qui va être lié avec les valeurs après, vous, votre idéal de clientèle et qui concrètement vraiment achète vos produits. Il va falloir s'adapter par rapport à ça. C'est là que l'UX aussi revient souvent dans ces questions-là, c'est de s'adapter au plus vite, le plus rapidement possible à vos résultats de vente. Ah ok, donc c'est telle et telle personne qui ont acheté mon vêtement, donc je vais essayer de communiquer plus à ces gens-là, étudier s'ils sont nombreux ou pas, etc. Si c'est intéressant de tirer ce fil-là. Donc les personas, pour qui vous faites votre marque.
Et les valeurs, ce que je disais, c'est dans votre idéal, c'est les valeurs, souvent, les marques qui marchent le mieux, ça va être des entreprises pas forcément engagées écologiquement j'ai un doute, pour la société, mais c'est en tout cas au moins des marques qui ont une vision du monde et qui vont dire voilà, moi, je souhaite que le monde y ressemble à ça, et c'est ce qu'on va retrouver dans l'iconographie en fait. Je souhaite que voilà, j'en sais rien, c'est dans les années 50, c'était que ça soit un couple hétéro avec 2 enfants dans un pavillon américain, c'était ça que Coca-Cola rêvait pour les gens. Et ben, fine, les gens ils se sont reconnus dans cet idéal de société-là pendant le temps que ça a duré, et c'est ce qui leur a plu. Aujourd'hui, je réfléchis, un Airbnb, il va proposer un idéal de société où il va dire, bah voilà, comment on vous souhaite de voyager, comment on vous souhaite de vous réveiller le matin dans un lit joli, un peu pittoresque, dans une jolie maison en Sicile, peut-être avec un échange de qualité avec un local qui vivrait là, etc. Et donc, dans votre culture de marque, vous allez pouvoir projeter plus que votre produit, si c'est un vêtement, si c'est un service, etc. Vous allez proposer carrément un mode de vie, vous pouvez vous projeter dans toute une société. Voilà. Et ça, je repense parce qu'en ce moment j'ai une cliente qui, elle est très business, elle veut faire de l'argent, quoi. Et c'est marrant parce que du coup elle pense que les valeurs ça peut être que RSE, donc je sais pas si vous savez, mais c'est responsabilité sociale et environnementale. Donc c'est écologie, etc. Donc elle dit bah non, moi ça ne me concerne pas ça, moi je suis là pour rendre un service, pour simplifier les gens. Mais non, c'est même si vous êtes terre à terre, même si vous êtes cartésien, même si vous êtes là parce que vous êtes ambitieux, que vous aimez faire du business, ça peut être aussi des valeurs. Et il faut que vous arriviez à vous définir vous dans cette entreprise-là, qu'est-ce que vous souhaitez pour vos clients et qu'est-ce que vous souhaitez pour votre entreprise, dans quelle valeur elle va être animée. Parce qu'après, ça va se ressentir dans votre mode de fonctionnement aussi. Donc, ça va, dès que vous allez commencer à employer des gens, vous allez devoir vous reposer ces questions-là de nouveau pour savoir qu'est-ce que vous allez dire à vos futurs recrutés. Donc, très vite, tous ces aspects-là, en fait, ils vont intervenir dans votre vie d'entrepreneur. Mais là, on va essayer de se concentrer sur la partie client. Et donc, ce que je voudrais faire, c'est vous montrer un exemple avec Innocent. Donc, Innocent, vous connaissez, c'est une marque très connue. Là, par contre, c'est un exemple qui a été fait par agence. Donc, c'est pas les mêmes budgets, il y a énormément de gens, beaucoup de gens qui se sont posés sur le sujet. Mais ça nous permet comme ça d'avoir un exemple complet. Voilà. Donc, Innocent, vous savez, c'est une sélection de jus variés, etc. Là, c'est carrément des gazpachos, ils sont lancés dans les gazpachos. Et c'est sur le ton de l'humour, des produits avec du goût, qui sont vendus en supermarché. Là, on voit qu'ils font de l'humour parce qu'ils écrivent grand gazpacho, petit gazpacho. Ils écrivent moitié français, moitié italien. Découvrez l'italien, gazpacho, j'ai un peu oui, c'est italien. Des choses goûtues. On sait donc qu'ils ont une grande sélection de smoothies, de jus, etc. Qu'ils en profitent pour faire des jolis packaging avec des choses très minimalistes par rapport à un Tropicana et je réfléchis à d'autres marques, Danao aussi, je crois que c'est des jus, avec des couleurs vives et diversifiées. Donc on va être sur la diversité, je vais noter. C'est bien, je me retrouve avec mes notes. Et puis on va être sur quelque chose de beau, comme je disais, avec cette histoire de packaging un peu minimaliste pour la gamme de produits. On va être aussi dans leur communication, ils vont faire des choses, c'est assez simple finalement la construction qu'ils ont là, ça leur demande juste d'avoir 1 mètre carré chez eux dans les locaux, même si là c'est fait par agence, mais vous pourriez le faire vous demain sans souci. De faire cette petite composition avec les petits fruits qui vivent d'eux-mêmes, qui vont se jeter dans le jus, etc. Avec des techniques rigolotes, là par moi c'est catapulte, ici trampoline, etc. Et donc il y a une douceur et il y a une beauté dans leur parti pris pour leur jus. Ça se retrouve aussi dans le contenu. Donc ça c'était un post qui était pendant le confinement. Ils avaient dit on a tous nos super-héros préférés. Pour certains c'est Batman, pour d'autres c'est Wonder Woman, pour nous c'est vous. Waouh, super vous. Et vous qui organisez un atelier pâte à sel en même temps que vous essayez de lire vos 243 mails. Et puis aussi vous qui restez chez vous pour protéger les autres.
Parce que vous êtes les héros que la France mérite, comptez sur nous pour vous aider pendant cette étrange période. On continuera d'aider ceux qui ont besoin avec nos petites boissons. On continuera de vous faire sourire avec nos blagues pas toujours réussies. Et on continuera de faire tout notre possible pour que vous ne vous sentiez jamais seul. Voilà, amour depuis innocent. Et ça, cette gentillesse-là, en fait, elle est assez rare sur le marché. C'est pas souvent. Et on voit ils se sont bien projetés sur leur site, même si elle est très large. Elle est, j'ai retenu, je pense que leur cible c'est 24-90 ans et classe moyenne. Et donc il y a une idée un peu l'atelier pâte à sel. Vous restez chez vous pour protéger les eaux. Donc ça c'était sûr, c'était tout le monde. Avec nos petites boissons, donc là ils se décrivent eux. Mais bon, on imagine que donc les gens ils essayent de lire des mails, donc ça veut dire que c'est des gens qui sont employés, un peu employés de bureau, etc. La référence à Wonder Woman, Batman, c'est assez connu, mais ça reste des références pop culture. Donc on voit dans leur édito qu'ils ont aussi leur culture de marque qui s'exprime, qui est donc la gentillesse, l'humour un peu, comme ils disent, des blagues pas toujours réussies, mais qui le petit calembour, quoi, le petit calembour rigolo, qui est un peu la blague à maman, la blague à papa, et les petites références pop culture pour montrer qu'ils sont humbles et accessibles. Et ensuite, on va voir dans leur culture de marque ils vont essayer de le mettre assez souvent, puisqu'ils vont même faire, je l'ai pas là, les campagnes de pub où ils vont tricoter des bonnets. Vous avez des bonnets sur vos bouteilles, du coup, c'est une histoire avec une association où ils tricotent des bonnets pour les sans-abri ou quelque chose comme ça. Et donc, ils font des grandes campagnes métro pour en parler et pour promouvoir ça. Et en plus, ils ont la Fondation Innocent. Donc là, on sent qu'il va y avoir de l'intervention à l'étranger. Ils ont l'histoire autour du packaging où ils essayent d'avoir 50% de recycler, une partie végétale et on travaille sur le reste. C'est pas mal, je trouve. Comme manière de se présenter en voix sur l'écologie. Et Bicorp, donc voilà, ils ont été certifiés Bicorp, et donc ils expliquent, ils en font la promotion, et ils expliquent c'est quoi le label Bicorp, etc. Donc il y a une belle part d'engagement. Bien sûr, pour rappel, Innocent, c'est racheté par Coca-Cola, donc maintenant, c'est plus du tout une start-up dans la petite cour, hein. Mais cette marque, elle est assez complète dans sa communication, et elle est assez intéressante, parce que voilà, c'est assez... l'humour est souvent présent dans les marques qui fonctionnent, ça c'est sûr, mais cette part de gentillesse, j'aime bien la présenter parce qu'elle est bien développée partout et elle fonctionne bien. Et donc du coup, si les gens savent pas que c'est racheté par Coca-Cola et que ça est devenu un peu un bulldozer innocent, ils s'en doutent pas, quoi. Enfin, elle porte très bien son nom et elle l'exprime très bien. Voilà. Donc si je résume, pour revoir un peu le schéma qu'on avait vu tout à l'heure, on a donc des jus originaux et de qualité. Alors, je vous dis quand même, attention, hein, c'est relatif à l'échelle de vente, hein, on n'est pas sur du pressé à froid, c'est des jus pasteurisés, etc. Et on est sur de la diversité, du goût, de la beauté, de l'engagement sur les différences avec la concurrence éventuelle. Je ne sais pas exactement par rapport aux concurrents comment ils se placent, mais c'est ce qu'ils mettent en avant. La cible, ça va être pour le plus grand nombre, donc 24-90 ans, de la classe moyenne, mais ça va être une cible assez large, c'est normal, ils font de la grande distribution. Et après, ils vont être sur de la gentillesse et de l'humour, principalement dans leurs axes de communication. Audrey, je te coupe juste une seconde. Je crois qu'il y a Nariman qui a levé la main pour parler. Merci beaucoup, c'est gentil. Pas de souci. Nariman, je sais pas si tu peux allumer ton micro. Ah, c'était peut-être une erreur. Bon, bah c'était peut-être une erreur alors. Pas de souci. Bah, je te laisse continuer. Ok, d'accord, n'hésite pas. Hein. Mets ton bonnet. Ah, merci Karl, tout à fait. Ramène ta fraise. Ah, Oasis, ouais. Ça sent du copier-coller, Rosa Parks et Monocryphon et jeux de mots. Espagnol, merci pour le gazpacho, tout à fait. Ok, super, merci. Et là, il y avait quoi? J'ai vu Louis Nissi, t'as levé la main, tu veux parler? Oui, bah justement, c'est Nariman, mais je sais pas. Ah, d'accord. Nariman le Nissi, mais je sais pas si... Ok. Si tu peux allumer ton micro, Nariman, n'hésite pas à poser ta question. Sinon, tu peux la mettre dans le chat et je la remonterai à Audrey. Ouais. Pas de souci. Ok.
Du coup, qu'est-ce que je disais? Je disais voilà le topo sur Innocent pour vous montrer un peu comment ils construisent leur marque. On peut faire le chemin inverse et vous pouvez faire le chemin inverse avec vos concurrents pour essayer de voir un peu vous la marge de manœuvre qui vous reste. Vous pouvez vous positionner par rapport à un marché, c'est normal, hein, c'est logique de faire ça. Vous n'allez pas taper dans le même sens que peut-être si dans votre marché vous avez quelqu'un qui est très bien placé. Moi, quand je travaillais chez Marcel, Uber, c'était 90% du marché. On ne pouvait pas se permettre de dire qu'on était comme eux. On ne pouvait pas se permettre d'avoir les mêmes arguments différenciants, la même cible, les mêmes valeurs. Et après, on avait le produit, mais la promesse était donc un service de voiture avec chauffeur. Mais on a très vite essayé de développer notre promesse et les différents axes après. Et c'est ce qu'on a essayé après de développer du coup dans la charte graphique. Alors, comment on a développé ça dans la charte graphique? C'est vrai ça. C'est la question. Donc on sait à peu près comment se positionne la marque. Moi, ce que je voulais vous parler, c'est la partie plus UX du coup. Ça va être comment concrètement, quand vous avez défini avec un graphiste ou en autonomie, si vous êtes un peu débrouillard, etc., votre charte graphique. Je ne vous conseille pas de la faire en autonomie, mais ça arrive. Plein de boîtes qui ont réussi, elles ont commencé en autonomie, ça peut. J'ai fait mon truc, j'ai pas du tout coloré une case. Hein. Allez. Il y a des gens qui colorent des cases. Ah oui, je sais pas qui a allumé son micro. T'arrives à le recouper ou pas? Attends. Non. Alors. Je sais pas si c'est... Non, mais je crois que c'est bon. C'est bon? Ouais. Super, c'est gentil. Et donc du coup, je disais, donc, quand vous avez mis en place une charte graphique, que vous avez mis en place un planning de communication, vous connaissez un petit peu vos supports, toute la partie stratégie, je ne vais pas vous en parler aujourd'hui parce que c'est un sujet différent. Je pense que vous le voyez déjà avec l'incubateur, peut-être que vous l'avez vu en cours précédemment, peut-être que vous le verrez avec d'autres talks. Je me demande si vous ne l'avez pas déjà vu un petit peu, c'était l'identité tout court, vous aviez vu avec Olivier, je crois qu'il s'appelle. Oui, mais ça remonte à il y a quelques temps, donc peut-être voilà, que tout le monde au cas où, moi j'ai pas voulu faire redite, donc j'ai complètement omis cette partie-là. Donc je me concentre vraiment sur, une fois que vous avez construit votre culture de marque, comment vous en servez après. Donc quand vous êtes posé les bonnes questions, vous avez fait l'introspection sur vous-même, de qui vous êtes et qu'est-ce que vous allez faire demain avec votre marque. Là, la question à se poser, ça va être de penser un peu macro, mais ça va être de penser les parcours clients. Donc là, par exemple, imaginons, votre client, vous lui envoyez un mail. Et vous n'allez pas juste lui envoyer un mail, vous allez devoir vous poser la question de votre client. Ok, donc déjà, c'est lequel de vos personas? Il faut que vous projetiez bien sur lui, parce que chacun ne réagit pas de la même manière. Celui-ci, il va ouvrir sa boîte mail. D'accord. Il est sur mobile ou il est sur desktop? Est-ce qu'il est chill ou est-ce qu'il est concentré sur son travail? Est-ce qu'il est au travail en ce moment et il va recevoir le mail au milieu de ses autres mails pro? Est-ce qu'il a beaucoup de mails ou pas beaucoup? Ça va, c'est quelqu'un qui doit sûrement être un peu ordonné, je sais pas si vous écrivez à une grand-mère de 90 ans, j'espère qu'elle ne reçoit pas 50 mails par jour, sauf si elle n'arrive pas à se désabonner de toutes ces newsletters. Et contrairement à un cadre de 28 ans dans les startups qui adore recevoir des milliers de mails, d'être abonné à tout, qui a un travail où il collabore avec beaucoup de gens, donc il reçoit beaucoup de nouvelles, etc. Donc lui, il va recevoir beaucoup de mails. Donc c'est important pour vous que vous sachiez dans quel contexte est lu le mail. Vous pouvez toujours vous dire « Ah voilà, j'ai lu telle astuce, oui, alors si je mets une emoji au début de mon objet, on voit mieux, machin, tout ça. » Vous faites ce que vous voulez, vous pouvez réinventer les codes à chaque moment et vous pouvez trouver des choses qui s'adaptent bien à vous, à votre marque. Seulement si vous vous posez les bonnes questions de comment vit mon client au moment où je vais lui parler, dans quelle disposition elle est. C'est comme quand vous êtes en soirée, vous n'allez pas tenir la jambe à quelqu'un pendant 1h30 contre son gré, même si vous ne parlez pas de votre marque, mais vous parlez de votre vie, vos vacances précédentes. Vous savez très bien que ça ne se fait pas. Vous allez vous adapter, mais vous n'allez pas non plus lire de la documentation, comment se faire des amis. Vous savez très bien ressentir des choses, vous projeter à la place de l'autre, comprendre s'il est à l'aise ou pas avec vous, s'il arrête de répondre, vous avez compris que ça ne l'intéressait pas, etc., etc. Donc là, c'est un peu la même chose.
Est-ce que mon client il va être dans des bonnes dispositions pour lire mon mail? Ok. Après, admettons, il ouvre mon mail. J'ai réussi à le mettre dans des bonnes dispositions pour qu'il ouvre mon mail. Ok. Sans qu'il en soit encore à la lecture du mail, est-ce que mon mail, il est lisible? Est-ce qu'il donne envie d'être lu? Et est-ce qu'on m'a reconnu, il a reconnu la marque? Admettons qu'il la connaît, parce que s'il reçoit vos mails, en général, s'il y a une histoire de RGPD là derrière et qu'il a accepté de recevoir les mails. Donc, est-ce qu'il m'a reconnu? Parce que moi, si je reçois un mail de la Belle Vie, je vais vous dire, je ne le reconnais pas. Hein. Je n'ai pas capté. Peut-être si, parce que je suis graphiste, j'ai vu le logo. Mais je sais par contre que quand je reçois un mail de Frisky, je le capte. Ça, c'est sûr. J'ai pas besoin de voir leur logo pour savoir que c'est eux qui m'ont écrit. C'est ça qui est important. Est-ce qu'ils m'ont reconnu visuellement? Est-ce que j'ai donné envie d'être lu? Si vous avez écrit un pavé de 500 pages, non. Et sans aucun titre, sans aucune hiérarchie, vous imaginez bien que vous n'allez pas être lu. Et lisible, donc ça va être pareil, ça va être un peu de hiérarchisation de mon contenu, etc. Est-ce que j'ai placé mes blogs de manière assez cohérente, assez élaguée, etc. Voilà. Est-ce que j'ai mis tout ce qu'il faut? Est-ce que j'ai fait de mon mieux pour mettre dans de bonnes dispositions mon client qui va, j'espère, une fois avoir lu ce mail, un peu le lire quand même. Et maintenant qu'il a lu mon mail, est-ce que le message a été compris? Donc, déjà, rentrez-vous sur quel était votre message. Hein. Est-ce que ça donne envie de cliquer? Donc, admettons souvent dans un mail, l'action, ça va être un CTA, donc Call to Action, je ne sais pas qui est à l'aise avec ce mot, ça va être le bouton du mail, et ça va être votre objectif numéro 1, c'est qu'il clique dessus parce que vous avez une idée derrière la tête, vous voulez qu'il fasse une certaine action. Que ça soit s'inscrire à un événement, acheter, s'inscrire pour un abonnement, etc. Alors, pour une phase de test, voilà, ça que je veux, pour une phase de test. Vous avez toujours une idée derrière la tête, vous lui écrivez, vous ne le dérangez pas pour rien, vous ne lui envoyez pas un mail comme ça. Vous pouvez, ça sera un objectif de notoriété. Mais là, le plus souvent, c'est avec une idée derrière la tête. Donc, est-ce que mon message a été bien compris? Est-ce que j'ai donné envie à mon client de cliquer, de passer à l'action? Est-ce que j'ai donné l'énergie nécessaire? Et est-ce qu'il se souviendra de moi? Est-ce que la prochaine fois que je lui écrirai, je vais essayer de ne pas le faire demain pour ne pas le saouler, donc est-ce que la prochaine fois que je lui écrirai, est-ce qu'il se souviendra de moi? Ça, c'est important. C'est pour ça que souvent on met de l'humour, parce que bien sûr, on sait qu'avec l'humour, les gens connectent plus vite. On se souvient d'une bonne blague. Et donc voilà, là, il clique sur le CTA, il va faire l'action. Voilà. Vous voyez, je me suis posé quand même beaucoup de questions juste sur un mail. Et ça, c'est des choses qui, en fait, au début, vont vous paraître peut-être fastidieuses. Mais si vous le faites régulièrement, ça va vous permettre d'être... ça va devenir des automatismes. Et ce que je vous enjoins vraiment à faire, j'ai commencé à en parler, c'est ne regardez pas sur Internet les recettes toutes prêtes de « Ah ben, il suffit de faire comme ci, comme ça, et les gens, ils cliquent ». C'est comme les histoires de SEO pour l'algorithme et tout. Il y a une partie technique, mais les gens, même si les stats montrent que oui, ils cliquent plus, si vous mettez le picto tout de suite, le machin, le bouton là, etc., mais les gens, c'est pas des robots, et en fait, au bout du 20e technique, toujours la même, ils passent à autre chose. Et donc après, on est là, ah ouais, je suis quand même embêtée, je mets mon cœur, et puis les gens, ils likent pas, ou ils ouvrent pas, ou ils lisent pas, etc. Moi, j'ai mis tout mon cœur. Bah oui, mais comme tout le monde met tout son cœur, mais avec la même recette, à la fin, les gens, ils sont lassés, ils connaissent la chanson. Donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment, quand vous faites votre culture de marque, de vous mettre dans une disposition vraiment honnête envers le client. Vous lui parlez, vous écrivez comme vous écririez comme si votre client c'était votre ami, vous voyez, et que vous voulez vraiment faire de votre mieux. Et ça ne prend pas plus de temps, c'est juste un état d'esprit dans lequel vous vous mettez à écrire vos mails et à faire vos stratégies de communication. Voilà. Et donc si je rentre un petit peu plus dans le détail, je vous enverrai la présentation par mail via Camille demain. Je vous conseille de garder cette petite checklist que moi j'avais transmise en formation dans mes précédentes entreprises et mes précédentes formations. Et donc c'est au niveau un peu logique et au niveau un peu émotionnel, j'ai un peu là mis en vrac, il n'y a pas d'ordre précis. Toutes les bonnes questions que je me pose moi quand je rédige, quand je crée un contenu, quand je mets en page, quand je pense un peu l'UX de mon contenu, c'est quelle est la hiérarchie des messages, le sens de lecture. Il faut bien comprendre comment votre lecteur va lire. Et si vous ne savez pas comment votre lecteur va lire, et surtout confronter vos idées reçues de sens de lecture, dès que vous en avez l'occasion, c'est vous montrez toujours ce que vous écrivez et ce que vous créez
à votre entourage, le plus possible, que ce soit les collègues, même s'ils sont un peu biaisés, que vos proches, n'importe qui, vous essayez de leur montrer. Et s'ils vous disent j'ai rien compris, je sais pas, parce qu'ils n'ont pas compris que c'était à vous, ou qu'ils sont un peu honnêtes, trop honnêtes, etc., tant mieux, parce que vous allez essayer de tirer les ficelles pour savoir ah d'accord, ok, donc pourquoi t'as pas compris, et vous allez chercher comment toujours amener plus loin votre travail, et dites-vous juste pas oh là là, ça m'a saoulé, il m'a dit des trucs négatifs. Dites-vous plutôt genre il va m'aider à perfectionner mon travail. Donc c'est super. Tous les retours sont bons, et donc ça vous aidera à comprendre le sens de lecture d'un mail, par exemple si on parle toujours des mails, de le faire lire à quelqu'un d'autre et de comprendre et de lui poser la question genre t'as lu quoi en premier, qu'est-ce que t'as pas eu envie de lire, etc., etc. Quel est le message principal? Est-il bien compris de ma cible? A-t-on besoin de recontextualiser? A-t-on besoin de recontextualiser? C'est... j'ai pas mis la bonne conjugaison. Par exemple, si votre marque n'est pas connue, je pense que ça va être la plupart du cas pour vous, vous allez souvent avoir besoin de réexpliquer ce que vous faites. C'est une contrainte au début, quand on n'a pas de notoriété, c'est de devoir recontextualiser. Alors vous savez, nous on est service de voiture avec chauffeur. Ah vous savez, nous on vend des vêtements. Ah, vous savez, nous on vend tel service, etc. Donc c'est important que vous recontextualisez malheureusement quand vous êtes encore à vos débuts. Pour que la personne elle resitue et qu'au bout de 3-4 fois elle a imprimé, quoi. Est-ce simple et immédiat? Dans le sens, est-ce que je suis au maximum de ma synthétisation? C'est très important que vous arriviez à avoir un peu de lâcher prise. C'est très bien, dans une démarche honnête, de vouloir mettre tous les détails pour que la personne vraiment soit transparent avec elle. Mais c'est aussi lui mettre des bâtons dans les roues parce qu'elle n'atteint jamais la fin de l'explication, et elle perd l'émotion et elle perd l'énergie de passer à l'action. Donc on parlait de cliquer sur le bouton par exemple. Donc la synthétisation c'est très important. Utilisez les astérisques. Dites-vous qu'au pire c'est écrit dans votre FAQ, etc., etc. Libérez-vous un peu de ce joug-là de la transparence. Bon, forcément, moi, je suis un peu lésée, je suis dans le côté communication pub, etc. Donc moi, j'ai surtout envie de passer l'émotion. Mais vraiment, vous inquiétez pas trop que les gens s'énervent. Il y aura toujours trois énervés de toute façon sur les réseaux ou sur vos mails SAV. Le ton est-il adapté à ma cible et à la marque? Donc par exemple, si votre personnage il s'appelle Jules, vous vous projetez, vous dites est-ce que Jules il parle comme ça parce que je veux lui parler comme lui il parle. Je veux qu'on ait une conversation fluide, lui et moi. Et je vais pas parler comme à Thérèse, vous voyez. Donc, est-ce que c'est adapté à ma cible? Et est-ce que la marque, donc on va le retrouver un petit peu plus tard au niveau émotion, mais ça va être la cohérence. Est-ce que vous parlez bien, toujours de la même manière, le plus possible? Si vous faites de l'humour, vous faites toujours de l'humour. Si vous êtes sérieux, vous êtes toujours sérieux. Enfin, si, vous pouvez vous permettre des fois d'être drôle, mais vraiment, je vous conseille, pour la cohérence de votre discours, que la personne s'y retrouve. Et puis surtout que la personne, elle va se projeter. Elle va projeter quelqu'un. Alors, soit c'est la marque, mais soit si vous signez vos mails, par exemple, chez Back Market, ils signent, c'est Vincent, je sais pas quoi, machin. Je crois que c'est le patron, soi-disant, qui signe les mails. Dans ce cas-là, la personne, elle va se projeter, elle va dire c'est Vincent qui me parle. Donc, il faut que Vincent soit cohérent, le personnage de Vincent soit cohérent. Ok, c'est optionnel, mais quelle est ma promesse et est-elle prouvée? C'est au cas où vous rentrez dans un discours de vente dans le support de communication. Et au niveau de l'émotion, ça va être est-ce que c'est aspirationnel? Est-ce que ça met en ambiance? Est-ce qu'on peut décrire une ambiance, des couleurs, des odeurs? J'exagère, mais voyez, un peu une chanson. Est-ce qu'on peut décrire quelque chose, une ambiance dans ce mail-là? Est-ce que c'est aspirationnel? Est-ce que la personne elle est plongée dans mon univers de marque? C'est pas toujours évident avec les mails parce qu'il y a de grandes contraintes techniques, mais ça sera toujours votre but d'aller chercher ça. Quelle ambiance est recherchée? Donc voilà, du coup, il faut se poser la question. Reconnaît-on la marque? Alors l'ambiance qui est recherchée, j'y reviens, parce que ça peut être aussi saisonnier. Ça peut être avec les marronniers des vacances d'été, des vacances d'hiver, etc., etc. Donc du coup, est-ce que l'ambiance, on la retrouve? Est-ce que je me présente à n'importe qui, j'enlève le logo, il peut me dire, alors déjà bien sûr, est-ce que c'est moi qui parle? Mais est-ce que du coup on est dans le thème de Noël? Est-ce que vous avez réussi à mixer les choses? Voilà. Reconnaît-on la marque?
ma cible aime-t-elle et se retrouve-t-elle dans ce genre de communication? Ça va beaucoup avec le ton est-il adapté à ma cible? Ça va beaucoup être sur, du coup, est-ce que Jules il se reconnaît dans les images et dans les textes? Y a-t-il des références culturelles à ma cible? Donc là, c'est par rapport à un peu ce qu'on a vu avec Innocent, où il disait Wonder Woman, Batman, où il disait vous essayez de vous débarrasser de vos 243 mails en faisant de la pâte à sel, je me souviens exactement. Ça va être un peu ça. Donc n'hésitez pas, pour enrichir votre marque, votre culture de marque, la rendre plus en profondeur et plus connectée avec votre clientèle, de parler de lieux précis, d'œuvres et d'habitudes éventuellement. Comme si vous en faites un parti pris, vous n'êtes pas sûr, mais c'est pas grave, vous en faites un parti pris et puis vous verrez bien la réaction des gens et vous pourrez toujours interroger votre entourage. Dans notre entourage, on a souvent la cible en général, parce que c'est comme ça qu'on a compris, souvent comme ça nous vient l'idée de notre projet, notre start-up ou notre entreprise. C'est parce qu'on a vu la chose, le manque, l'absence autour de nous, donc c'est qu'on connaît la cible. Est-ce que ça donne l'énergie de faire l'action recherchée? Donc, c'est ce que je vous disais sur la motivation. Il faut que votre mail, ça soit bien. Donc, il présente le message, il est un minimum transparent, il est un peu dans l'émotion, mais est-ce qu'il va donner du coup cette énergie nécessaire au client pour dire bon allez, là j'y vais, je passe 1 minute de plus, je clique sur le lien et je vais voir la suite. Parce que votre client, il n'a jamais prévu de faire un achat depuis un mail. C'est jamais le moment où il n'a jamais mis dans son agenda « Ah bah tiens, à 11h30, je vais ouvrir le mail de machin et je vais faire un achat ». Donc c'est à vous d'être assez motivé pour lui donner l'énergie et la force, en quelque sorte, de passer à l'action. Et est-ce qu'il y a de la cohérence graphique? C'est la même chose que par rapport au ton, j'en parlais tout à l'heure, est-ce que c'est toujours cohérent d'une communication à l'autre? Faut pas non plus se stresser. Vous êtes au début dans une phase expérimentale. Et souvent, les jeunes entreprises et les startups, elles se permettent complètement d'expérimenter, et je trouve ça très bien, parce que c'est comme ça qu'on se trouve. Si vous lisez des BD, ou par exemple, je veux dire, vous lisez un Gaston Lagaffe, la première BD ne ressemble pas au Gaston Lagaffe que vous connaîtriez dans les suivants et qu'on a retenu. Et c'est pareil pour Tintin, et c'est pareil pour plein de supports. Donc même les plus grands dessinateurs et les plus grands artistes qui sont ultra expérimentés, eux aussi, ils ont une phase au début où ils publient quand même. Et ils n'ont pas terminé totalement leur phase pour se trouver, vous voyez, pour trouver leur cohérence graphique et leur ton, etc. Et c'est ça qu'en plus je trouve super intéressant dans le métier de direction artistique, etc. C'est que c'est quelque chose qui continue. On s'adapte toujours parce que dans la création de contenu, dans la création de communication, c'est un souhait souvent en phase de la clientèle de renouveau. On ne peut pas lui sortir le même discours pendant 20 ans. J'imagine Renault a dû changer de discours, ils ont 150 ans, 120 ans, je pense qu'ils ont dû se renouveler un petit peu depuis. Donc là c'est pareil, il y a quelque chose qui va être intéressant de jongler, d'équilibrer entre la cohérence graphique et en même temps une recherche pour vous d'aller toujours plus loin. Et même, ça va venir naturellement, vous allez avoir envie de faire plus. Ou de déléguer à d'autres après plus tard, mais vous verrez, de faire plus. Voilà, donc je voulais vous montrer, pour terminer, par rapport à comment ça s'applique tout ça, un exemple avec Back Market, que moi j'ai connu avant leur refonte graphique. Donc là, c'est un exemple fait par une agence, une grosse agence en plus. Mais c'est intéressant parce qu'encore une fois, c'est très complet et c'est très clair comme ça. Donc Back Market, vous devez connaître, c'est un vendeur de produits reconditionnés, mais c'est un marketplace déguisé. Hein. Ça passe par eux, c'est beaucoup sous leur contrôle, mais ça reste quand même dans toute l'Europe des reconditionneurs. Du coup, ce qu'ils ont fait sur leur site, par exemple, qui est intéressant dans leur communication day-to-day, donc au quotidien, ça va être de faire donc, de l'humour. Leur cible, ça va être cadre, c'est quoi, 25, 50 ans. Pour moi, c'est des ingénieurs en général, les clients de Back Market. Ils ont ça dans leurs références. Ils parlent beaucoup de marketing comme s'ils étaient au courant. Donc je pense qu'ils ont l'habitude aussi que dans leur cible, il y a des cadres de la com, du marketing, de la tech, etc., etc. Et donc ils sont dans l'humour, ils sont un peu dans la provocation. Insérez une phrase d'accroche ici. Notre sélection pour tout faire vous-même. Et là, ils vont être toujours cohérents, que ce soit dans les mails, dans le site, etc. Ils vont toujours le faire. Là, le bouton d'action, c'est voir par soi-même. C'est dans le moindre petit détail, ils vont réussir à insuffler leur culture de marque,
qui va être de la phrase rigolote et peut-être des références. Alors après, ils ont aussi leurs petits stickers. Leur couleur, c'est donc le noir, le violet, le blanc et donc un peu des choses un peu tech et géométriques. Et le cas à part que je voulais vous présenter, c'est la campagne de pub. Donc, ça sera peut-être pas pour demain, mais si vous travaillez avec une agence publicitaire qui vous fait une campagne métro, etc., elle va adorer vous faire une campagne qui n'est pas en cohérence avec votre charte graphique. Et moi, je ne comprends pas. J'ai envie de militer contre ça. Je trouve que c'est un acte fainéant de la part de l'agence de ne pas se plonger dans votre culture de marque à vous et de ne pas la faire vivre à travers la campagne métro. Alors, heureusement, Batmarket, la plupart des campagnes métro, elles sont dans leur culture maintenant. Mais celle-ci est sortie du lot. Alors, elle est hyper drôle. Donc, on voit à gauche, photographiée avec l'iPhone 10. Oh, ça va déjà venir, je sais pas. J'aime bien, je m'écoute parler. Alors, photographie avec l'iPhone 10 et la photographie avec l'iPhone 10 reconditionné. Et donc, on voit donc la personne clairement, grâce à Batmarket, elle a gagné elle a économisé tellement d'argent, jusqu'à 70% moins cher, qu'elle a pu avoir le même téléphone, mais en même temps prendre le vol. Donc c'est très drôle, mais ce n'est pas dans la charte de Batmarket du coup, il n'y a rien de spécial, il y a juste des photos et des typos, quoi, c'est tout. Et c'est le logo, c'est la seule marque de référence. Heureusement, ils ont arrêté de travailler comme ça par la suite, parce que ça, c'est fort. Alors on a fait de l'humour et le message est passé, mais ça n'aide pas la clientèle à se souvenir de vous. Alors que demain, la clientèle, elle revoit une pub Batmarket. D'ailleurs, j'en ai une là, voilà, celle-là, dans le métro. Quoi de neuf? Rien. Donc, on est encore dans l'humour. Mais là, on est plus dans leur couleur, on est plus dans leur logo, on est avec leurs petits stickers, etc. Et ça, ils ont beaucoup fait ça dans le métro ces dernières années. Et du coup, là, c'était mieux parce qu'en fait, à chaque fois, je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous habitez dans une ville où il y a le métro, etc. Mais ça marche avec les arrêts de bus, hein, ça marche avec tout. Et les panneaux sur la route, mais vous allez plus facilement le retenir forcément, puisque votre cerveau il va retenir une cohérence graphique, qu'il soit graphiste ou pas. C'est inconscient ou pas, mais c'est sûr que proposer ça, en fait vous enlevez le logo, vous mettez n'importe quelle autre marque de reconditionner, ça fonctionne. Et ça surtout, on en a parlé au début, les contenus uniques, c'est ça qui fait une culture de marque. C'est très important que vous ayez des contenus uniques. Surtout pas comme vos concurrents, et si possible, encore plus unique que ça, mais c'est surtout par rapport à vos concurrents, différenciez-vous. Et c'est comme ça que vos clients vont comprendre et vont se fidéliser et pas aller chez les autres, quoi. Voilà, donc je vais essayer de passer un peu vite. Mais en gros, ça, c'est leurs réseaux sociaux, ils font de l'humour, on voit leur charte graphique. Là encore, ils sont toujours un petit peu rebelles, ce poste n'existe pas. Et là, dans les objets, des exemples d'objets mail, vous connaissez Raoul, voilà, vous voyez, il n'y a pas d'émoji, il n'y a pas de... Ils mettent des choses un peu, toujours un peu audacieux, un peu provoquant. Vous avez déjà gagné au loto, faites, Dédé, père. Tatouer un Italien, sauver une Allemande. Voilà, c'est que des trucs ubuesques comme ça. C'est leur parti pris, ils s'y tiennent et ça marche très bien. Je pense que, en tout cas, moi je suis dans la cible et je lis pas beaucoup de mes mails promotionnels, mais ceux de Batmarket, je les lis souvent, donc ça m'a marqué. C'est pour ça que je vous le présente aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais je pense que ça marche très bien. Une drôle de bestiole dans le métro, voilà un exemple. C'était pour parler de leur téléphone engagé, où ils ont utilisé l'iconographie du panda, qui vient de WWF, le partenaire. Et donc, du coup, c'était beaucoup sur des blagues autour du panda. Dès qu'ils avaient vendu X téléphones, ils disaient ça représente X kilos de panda. Enfin, c'est pas très joli de dire des kilos de panda, mais je pense qu'ils ont dit X panda. Bébé panda, je crois qu'ils parlaient de bébé panda. Voilà. Il a été photographié par le téméraire Alex à ses risques et périls dans le redouté métro parisien. Adopter un pandaphone. Donc tout est dans l'humour en général dans leur mail et on retrouve vraiment bien à chaque fois pourquoi ils vous écrivent, quel est l'objectif. Est-ce que c'est vous parler de leur série des objets do it yourself ou de Dyson, etc. Leur ton, c'est l'humour, le ton un peu provocateur. Et après, voilà, leur charte graphique, elle est toujours présente. Toujours. Voilà. Bon, désolée, j'ai vraiment pas vu le temps passer. C'est un plaisir de vous raconter tout ça. Et donc voilà, pour conclure, je voulais vous dire donc une culture de marque, à quoi ça sert? Ça sert à connecter avec sa cible, ça sert à faciliter l'achat en phase d'acquisition comme de fidélisation. Comment la construire? Il s'agit de comprendre sa marque, donc vous retrouverez un peu le schéma, mais je pense qu'avec le temps, et vous en connaissiez déjà peut-être un petit peu là-dessus,
mais vous continuerez à en apprendre sûrement à la suite de vos recherches sur le sujet. Et comment l'utiliser correctement? Et ben, ça va être penser l'UX de votre communication et bien infuser votre marque dans chacun de vos supports. Voilà, voilà. Donc là, si vous avez encore un petit peu de temps, et ben moi, avec plaisir, je répondrai à vos questions. Voilà. Merci beaucoup, Audrey. Super. Je Merci. rallume toujours pas ma caméra parce que je voudrais Merci. Oui, c'est gentil. couper ta connexion. Est-ce qu'on a des questions parmi les participants par Pas rapport de question de mon côté, merci. Merci beaucoup. Ok. Hop. Non, puis je pense que les questions étaient pas mal posées au fur et à mesure. Bah, quoi qu'il en soit. La campagne Panda, pas trop cherté, pardon, excuse-moi, je voulais juste rebondir dessus. En fait, t'as ta marque, et des fois, tu fais des petits écarts, et en fait, elle est cohérente, la campagne Panda. Ils ont utilisé beaucoup de tropical coloré, et ils l'ont bien mis partout, mais ils ont continué à garder leur typo assez forte et contrastée, leur icono un peu tech. Après, j'ai pas la page, je crois qu'elle est plus en ligne, mais ils ont gardé un petit peu quand même leur style et ils ont été cohérents, et c'était une offre temporaire. Donc c'est un peu comme Galeries Lafayette fait les 3J, je connais pas les campagnes de Lafayette, mais peut-être mauvais exemple, mais les campagnes de soldes, elles sont temporaires, donc on peut se permettre un peu de folie, et ça permet de faire du renouveau et de montrer qu'on est sur un truc un peu spécial par rapport à d'habitude. Voilà. Oui, au niveau du ton pour l'avion, mais ça, vous verrez, en fait, dès que vous passez par une agence, elle fera des blagues. Hein. Ils ont des super concepteurs-rédacteurs, ils vous font des super blagues. Heureusement, on les paye pour ça. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être? Bah, comment, avec Marcel, c'était quoi les trucs sur lesquels vous vous êtes différenciés par rapport à Uber? Parce que Par quand rapport on à Uber, concurrent, ils font 99% ou 90% du chiffre d'affaires, ouais, tout le exactement. monde connaît que lui, et que Ouais. on parle de Uberisation. Comment tu fais pour trouver un axe? Et bien justement, quand moi je suis arrivée, et il y a une nouvelle directrice marketing qui est arrivée, et de communication, et elle a très vite fait le bilan, on allait face à des mastodontes en face de nous. Il y avait à l'époque aussi chauffeur privé qui est devenu capitaine et qui est devenu aujourd'hui encore autre chose, j'ai oublié le nom. Pour vous dire que la dernière culture de marque n'est pas bien, n'est pas forte. Mais donc il y avait chauffeur privé. Et aussi, ils étaient très agressifs, très ambitieux. Ils disaient, on vous prend pas pour du beurre. Ils faisaient des jeux de mots comme ça. Ils faisaient beaucoup d'humour, de jeux de mots. C'était très agressif. Uber, d'une certaine manière, est assez agressif, mais en tout cas ambitieux, présent. Leur communication était très, très stylisée, très sophistiquée, pardon. Et donc, en fait, Marcel, le parti pris qu'on avait, et c'est en faisant l'introspection de nous, ils se sont rendus compte, entre du fondateur jusqu'au dernier employé qui était rentré dans l'entreprise, que tout le monde avait quelque chose de vraiment bienveillant. Alors c'est vrai que c'est un peu galvaudé aujourd'hui de dire ça, mais vraiment concrètement, j'y ai été pendant 4 ans, je peux vous dire que tout le monde nous disait, n'importe quel partenaire autour de nous disait, mais c'est incroyable, vous êtes vraiment gentil dans cette entreprise. Et c'est peut-être, ça a ses défauts aussi d'être gentil aussi, hein. Donc du coup, on avait vraiment cette spécificité-là. Et donc, on a tiré ce trait-là et on a dit, nous, on veut faire les choses mieux, on veut faire les choses bien. Depuis le départ, on veut de la qualité. Il y avait plein de choses, de preuves pour lesquelles ils avaient fait plus quali que Uber, plus sécuritaire que Uber. Ils avaient dit, on va tirer le fil. Ça avait été racheté par Renault. Ils avaient une opportunité énorme de faire une gamme électrique. Donc, ils ont lancé une gamme électrique. C'était inconnu au bataillon à l'époque. Donc, ils ont tout inventé, le process de location avec les chauffeurs, etc., de vente, etc. On a dû créer limite un mini... Six à l'intérieur de Marcel au niveau de l'électrique. Et donc, du coup, ça a été le parti pris RSE à fond sur l'écologie. On a été les premiers à compenser les émissions qui étaient faites par les chauffeurs parce qu'on ne peut pas les forcer à passer à l'électrique. Donc, en attendant, on a regardé les solutions. Il y avait beaucoup de choses dans ce sens-là. Beaucoup de choses dans ce sens-là, dans le fer français, etc. etc. Et après, on a vu en fait que les concurrents ont suivi ce mouvement-là aussi. Parce que c'est quelque chose qui était censé venir de toute façon. Hein. Mais voilà, ça a été le parti pris de Marcel. Ça a été vraiment la partie on rémunère mieux les chauffeurs. C'était quelque chose qui touchait vraiment la clientèle.
et la qualité des véhicules, etc. Tout ça. Donc on appelait ça la marcellisation et pas l'ubérisation. Ok. Une dernière petite question pour la route. Je sais pas si quelqu'un a une question. Merci Anita pour ton compliment. Pour moi c'était trop clair. Merci beaucoup Audrey. Aïda aussi, merci beaucoup Audrey. C'était top. Merci beaucoup. Ok. Eh ben super. Bah, si tout est clair pour tout le monde, Oui. je rallume juste ma caméra pour vous dire au revoir et pour dire un grand merci à Audrey. En tout cas, ouais, c'était vraiment super clair. Et du coup, bah Audrey, si tu peux m'envoyer ta présentation, puis comme demain ça. matin on envoie. Ok, parfait. Bah, comme ça, tout le monde recevra la petite présentation d'Audrey sur sa boîte mail demain. Et puis, bah, bonne soirée à tous et bonne soirée Audrey. Merci beaucoup. encore. Et bon courage pour toutes vos entreprises. J'espère qu'elles seront belles et qu'elles auront une super culture de marque. Puis si jamais vous voulez des mises en relation avec Audrey, n'hésitez pas à me contacter. Je peux peut-être je vous laisse mon mail dans le... Alors j'ai l'impression que je connais quasiment tout le monde qui est connecté. Si jamais toutefois il y avait une personne que je ne connaissais pas, et on a le partenariat ensemble où on a mis ma brochure dans le drive là. Dans le drive des partenaires de la Why Not Factory, effectivement. Il peut y avoir des personnes aussi qui ne sont pas encore à la Why Not Factory, qui sont sur le talk ce soir. Oui. Pas encore, je dis bien pas encore. Mais donc voilà, n'hésitez pas à me contacter, je pourrais vous mettre en relation avec Audrey avec plaisir. Super. Oui, avec plaisir. Et ben merci beaucoup Audrey et bonne soirée à tous. Oui, bonne soirée à tous. Bye bye. Merci. Merci, au revoir.